guerre d'indépendance algérienne. C'est quoi? C'est quand? C'est qui? C'est où? Et c'est pourquoi? Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous, à ce jour, voilà, à ce jour, vous en savez en début d'année sur cette question, et je reposerai ces mêmes questions à la fin de l'année. La guerre d'Algérie s'est passée entre 1954 et 1962. C'était une colonie française. Elle a demandé son indépendance. Et c'est tout. Pour moi, la guerre d'indépendance algérienne, ce sont les Algériens qui sont sous la domination des Français et vont ainsi réclamer leur indépendance face à une oppression française. Ils vont alors se révolter et il me semble que dans un de mes cours de troisième, on avait eu une vidéo sur cette fameuse guerre où on avait des Algériens qui avaient une heure pour rentrer chez eux et qu'au-delà de cette heure, ils n'avaient plus le droit de sortir. Donc du coup, ils étaient oppressés chez eux et ils essayaient de sortir pour se voir, pour planifier des plans ou faire des réunions. Et ils essayaient de ne pas se faire prendre, sinon ils allaient se faire torturer. Bon, j'ai mis que la guerre, elle s'est déroulée en 1962. Que en fait, l'Algérie a été colonisée par les Français vers 1956 et que du coup, ils recherchaient leur indépendance. Les Français, ils étaient contre. Du coup, la guerre, elle a commencé. Après, finalement, c'est l'Algérie qui a gagné. Parce que maintenant, ils ont réussi à avoir leur indépendance. Après, c'est vrai, il y a eu des guerres civiles. Mais après, j'en connais pas plus. Durant la guerre d'Algérie, il y a eu de nombreuses formes de torture sur le peuple algérien, sur les résistants, comme la gégène. Ça a consisté à électrocuter les testicules d'un soldat. Voilà, c'est tout. J'ai appris ça sur internet, sur une vidéo. Et je sais qu'aussi, il me semble qu'il y avait genre. Je suis pas sûr de cette information, mais il me semble qu'il y avait Jean-Marie Le Pen qui était. Il me semble qu'il y avait Jean-Marie Le Pen qui a participé à cette guerre. Et c'est pour ça qu'il a un œil de verre, il me semble. Voilà. La guerre d'Algérie, pour moi, c'est une guerre qui a servi à libérer le pays des colons français. Entre 1954 et 1962. Et il y a eu des mouvements pour lutter contre les colons, quoi. Il y a eu des affrontements un peu de partout, plus dans les montagnes où c'était caché, vers la Kabylie. Et les Algériens, ils sont révoltés parce qu'ils étaient exploités, enfin les richesses, elles étaient exploitées aux dépens des besoins des citoyens. Et la guerre, elle a eu lieu en même temps que d'autres grands pays, quand ils ont eu leur indépendance, comme l'Inde, comme la Tunisie, des trucs comme ça. Et c'est tout. La France a été envahie par les Allemands en 1940, la partie nord. Et après, il y a le général de Gaulle qui est parti à Londres. Il a passé un appel à la radio pour les Français. Il leur a dit de ne pas baisser les bras et de résister. Et que la France avait beaucoup de colonies et que ces colonies-là pouvaient aider les Français à combattre. Donc du coup, la France et l'Algérie ont passé une sorte de pacte
les Algériens aidaient les Français à la guerre et après ils leur rendaient leur indépendance. Sauf qu'après la guerre, ça s'est pas passé comme ça. La France, elle a refusé de lâcher l'Algérie parce qu'elle a beaucoup de ressources. Donc après, les Algériens, bon, ils n'étaient pas contents, c'est sûr. Et donc du coup, ils ont décidé de se rebeller. Les Français ont mis une sorte de milice en Algérie pour contrôler les Algériens. Après, les Algériens, eux aussi, ils ont mis une sorte de milice, sauf qu'elle était pas officielle. C'était un peu n'importe quoi. Après, les Français, ils ont je sais pas comment expliquer. En gros, c'est pour se mettre plus d'Algériens dans la poche, ils leur ont dit que après que tout serait passé, après que le conflit serait passé, ils les emmèneraient en France avec eux. Sauf que après que le conflit est passé, ils les ont laissés en Algérie et il y a eu en Algérie, il y a encore eu une sorte de guerre civile entre ceux qui avaient aidé les Français et ceux qui avaient continué de résister. Et c'est tout ce que je sais après. Mon grand-père était concerné par la guerre d'Algérie. Il a aidé les Français. Est-ce que tu sais comment? Ouais, il a aidé les Français, ce qu'on appelle les harkis. Très bien. Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez à la maison? Bah non. Mon grand-père a dû aller faire son service militaire en Algérie pendant la guerre d'indépendance. Est-ce que vous en a parlé? Pas trop. Il y a des membres de ma famille qui ont été impliqués dans cette guerre, comme mes deux grands-pères, qui ont fait leur service militaire et à la fin ils ont été directement appelés pour partir en Algérie avec eux. Est-ce que vous en avez déjà parlé? Est-ce qu'il en parle facilement? Enfin, est-ce qu'ils en parlent facilement? Pas tous les deux. Il y en a un avec qui j'en ai déjà parlé, pour un travail de troisième, mais l'autre, même pas trop en parler. Il y a mon arrière-grand-père qui est mort pendant la guerre. Du coup, il y a mon grand-père qui a travaillé à sa place, à la mine, à 15 ans, je crois. Est-ce que tu sais comment il a été impliqué dans la guerre? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben non, je sais pas. Ça, c'est pas possible. Tu sais qu'il y a eu un lien, en tout cas. Et j'ai mon autre grand-père qui était venu en France pour travailler et qui a donné de l'argent au FLN, je crois. Ça. Je sais que ça. Mais ça, il y en a qui disent à l'heure d'aujourd'hui que les comment ils s'appellent les harkis, bah, ils sont mal vus à l'heure d'aujourd'hui. Quand Par les Algériens. Différents stades. Il y en a mais qui il y ont en a été qui forcés. Enfin, non, mon père il a dit qu'il ne fallait pas tous les mettre dans le même sac. Parce qu'il y en a qui ont été forcés, genre les familles ils ont été torturées, ils étaient obligés, ou il y en a d'autres, c'est leur façon de penser. Enfin, chacun son droit après. Les Algériens, Oui, pas bah, les il y en a harkis des parce traités. qu'ils ont défendu les Français. Oui, mais il y en a qui ont été forcés. Oui, il y en a qui ont été forcés, mais de base. Moi, tout d'abord, j'ai bien aimé les graphismes de la BD, comme on peut le voir. On voit bien les traits de crayon, je trouve que ça correspond bien aux horreurs de la guerre, on voit la cruauté, etc. On voit très bien les expressions. Ensuite, j'ai bien aimé le fait qu'on voit on voit toutes les phases durant la guerre d'Algérie, on voit à travers l'armée, à travers les familles, comment ils ont vécu tout cela. De plus, on s'attache très rapidement aux personnages, notamment avec l'histoire d'amour de Paul et Assia. On est très vite touchés et elle nous permet aussi de répondre à des questions qu'on peut avoir sur la guerre d'Algérie parce qu'on en entend rarement parler. Est-ce que tout le peuple soutenait le FLN
est-ce que réellement c'était vraiment des gentils contre des méchants? Ça peut paraître enfantin, mais c'était la question que je me posais et ça a bien répondu. J'ai été interpellée par le commencement du livre, sur le fait qu'on a vraiment le commencement sur l'inauguration de cette stèle. Et pendant tout le long du texte où on a vécu l'analepse, eh bien, je me suis demandé jusqu'au bout pourquoi il y avait cette planche en premier. Et c'est vraiment qu'à la fin qu'on se rend compte que cette histoire ne s'arrête jamais, qu'on pourrait la relire en boucle en fait. C'est vraiment ça qui m'avait surpris. Donc cette BD, elle nous a beaucoup plu parce qu'elle nous a fait connaître cette manifestation dont on n'entend pas forcément toutes les violences, etc. Et l'allégorie de la famille algérienne représente les familles qu'on peut connaître aujourd'hui, soit la nôtre, soit celle de quelqu'un d'autre. Et ça nous rapproche énormément des personnages. En plus, les graphismes, ils sont super beaux. Ça nous rapproche de toute la violence qu'il y a eu. Ça nous rapproche de toutes les morts qu'il y a eu. Et ça nous permet de vraiment voir à quel point c'était difficile d'être algérien à cette période. C'est pour montrer qu'eux aussi peuvent participer à la Coupe du Monde avec une équipe qui ne sera pas la France. Que les joueurs algériens ne jouent pas dans l'équipe de France mais dans l'équipe d'Algérie. C'est pour montrer à la France qu'ils peuvent se libérer de leur pouvoir. Ce qui nous a plu encore plus, c'était le titre algérienne, parce qu'en fait il y a plusieurs significations. D'une part parce que déjà c'est le témoignage de plusieurs femmes. Le fait aussi que le livre nous présente des femmes rebelles, donc qui donnent leur opinion et qui se défendent pour l'opinion. Et le fait aussi que les femmes, on oublie les femmes, et les femmes, elles n'ont pas été épargnées parce qu'elles ont subi les attaques, les agressions. Donc voilà, c'est une généralité qui nous a plu. Ce livre aborde le thème de la mémoire de la guerre d'indépendance algérienne d'un point de vue particulièrement inédit, car on a le point de vue d'un médecin. Ce livre montre en quelque sorte comment s'est déroulée la guerre d'Algérie dans un camp avec des soldats pendant leur temps libre et pendant leur bataille. Mais ça montre aussi comment a vécu une partie de la population algérienne. On voit aussi qu'il y a des inégalités, par exemple un manque de médicaments. Mais il y a aussi une scène qui m'a plutôt marquée, c'est la scène où une enfant meurt à cause de la rage. Car en fait, elle et sa famille et d'autres villageois étaient embarqués dans des camps qui étaient insalubres et où on retrouvait beaucoup de chiens errants. Ce qui a facilité la propagation de la rage et qui a tué cet enfant. Cela va aussi fortement impacter le médecin, Gilles Tardieu, qui sous un coup de colère va abattre tous les chiens. Je trouve ça, ce qui rend ce personnage un peu plus touchant, lui qui est vu comme un personnage froid à cause du discours tendu qu'il entretient avec sa fille quand il se rappelle, quand il lui apprend ce qu'il a vécu en Algérie. Je trouve que par rapport à la BD, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a les images. On peut très bien avoir un roman qui a un impact et qui nous fait réfléchir sur des faits, comme la guerre d'Algérie, mais on va imaginer les choses, alors que là, on a vraiment l'image et de comment ça s'est passé. C'est ça qui est vraiment intéressant avec la BD, je pense. L'illustration, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Là, on a les images de Marc Vadrins, qui, quand il a lu le scénario de la bande dessinée, a imaginé. On n'a pas notre point de vue à nous, ni le point de vue de la réalité, on a le point de vue du dessinateur. Du coup, ça peut être aussi vrai, comme cette image peut être aussi fausse. Moi, je vais faire un témoignage de mon grand-père qui s'appelle Vincent Paul. Donc, il a été dans la 11e division. Il est appelé en Algérie pour le maintien de l'ordre, donc en novembre 1954. Et il m'explique qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'accrochages. Ensuite, il va aller en Tunisie en mars 1956 et il va rester 12 mois. Et ensuite, il va aller en Algérie jusqu'en décembre 1957. Donc, en Tunisie, son rôle, c'était de circuler et maintenir l'ordre. Le long d'un barrage électrifié en fait qui séparait la Tunisie et l'Algérie. Et le problème c'est qu'il y avait beaucoup de félagas qui voulaient passer et qui posaient des mines. Du coup il y a eu beaucoup de morts et de blessés. Par contre en Algérie c'était différent parce qu'il y avait beaucoup d'opérations à faire
avec beaucoup de sections et plus de 500 à 600 soldats par opération. Et 2-3 mois avant la fin donc de la guerre d'Algérie, il a été dans une section, dans un ancien moulin, pour conforter les gens qui restaient de leur régime en fait, parce que le reste de leur régime était parti en opération. Donc ils y allaient en renfort, et en fait dès le premier jour où ils sont arrivés, ils se sont fait tirer dessus. Donc en fait il fallait traverser un champ pour qu'aucune personne sorte, parce qu'ils disaient qu'il y avait tout le temps quelques imbéciles qui s'amusaient à sortir et qui risquaient de se prendre des balles et de mourir. Du coup il fallait qu'ils les surveillent sans que les gens partent dehors. Et en fait, donc une nuit, il se faisait tirer dessus, et il m'a dit que c'était assez impressionnant de voir les balles traçantes passer au-dessus de leur tête. Ouais. Alors moi c'est mes grands-parents du côté de mon père, donc ça a été un exercice assez dur parce que ça leur a fait beaucoup de mal d'en parler, ça leur a permis d'un peu extérioriser, mais au fond les images etc. de cette époque ça leur a fait un peu de mal. Donc d'abord mon grand-père, donc au début de la guerre ils avaient tous les deux 18 ans, ils venaient de sortir de l'école, donc mon grand-père il a fait 6 mois de service militaire, mais à cause d'une blessure à la tête il a été exempté, donc il n'a pas eu à partir en Algérie. Ils avaient énormément d'amis, quand ils sont sortis de l'école ils avaient des amis qui sont partis au front, et donc ils avaient énormément d'amis qui sont morts là-bas. Mon grand-père m'a raconté que le premier mort à Firminy, il s'appelait Bego et que c'était un de ses amis assez proches, et qu'à Firminy ils avaient fait un hommage à la mairie, etc. Mon grand-père il m'a raconté aussi qu'à Chambles, dans un fossé, il avait trouvé un cadavre d'un Algérien, parce que le FLN mettait la pression aux Algériens en France pour payer les impôts qu'ils demandaient. Et ceux qui ne le respectaient pas, ils les faisaient souffrir. Donc là, justement, là, ils en avaient tué un. Ma grand-mère, elle avait des voisins et leur fils, qui venait de sortir de l'école, a dû partir pendant 36 mois en Algérie. Et pendant 36 mois, elle ne les voyait plus parce qu'ils étaient enfermés chez eux, parce qu'ils ne voulaient plus sortir, ils avaient trop peur, ils n'avaient plus de nouvelles. Parce qu'ils étaient là-bas et ils ne pouvaient plus envoyer de lettres, etc. C'était trop compliqué. En fait, c'est le père à ma grand-mère. Il s'appelle Abdelwad Mohamed. Il est né le 20 mars 1917 à Tabessa, c'est dans la Beaune. Je sais pas si c'est en France ou en Algérie, c'est pas. Algérie. C'est en Algérie. En fait, il était complètement impliqué dans la guerre, parce que c'était le chef du FLN de Saint-Étienne, donc de la Loire. En fait, il récupérait les cotisations des gens pour pouvoir acheter des armes et les envoyer en Algérie pour aider les combattants. C'est une période très difficile pour ma grand-mère et sa mère et ses frères. Après, son père il s'est fait arrêter, donc il a été en prison car ils se sont rendus compte qu'en fouillant la maison, ils avaient trouvé plusieurs armes. Puis ils se sont rendus compte que c'était le chef du FLN. Et j'ai aussi le procès verbal de notification. Nous, Beaumelon Gabriel, commissaire de police et principal officier de judiciaire, auxiliaire de monsieur le procureur de la République en résidence à Saint-Étienne, certifions avoir notifié et remis à monsieur Abdelwahid Mohamed, demeurant à Saint-Étienne, parlant à sa personne, un arrêté de monsieur le ministre de l'Intérieur en date du 18 août 1959 lui interdisant le département de la Loire-du-Rhône et de l'Isère. Après, il a été expulsé de Saint-Étienne, il a dû aller en Allemagne. Puis en Allemagne, en 1961, il a été autorisé à rentrer chez lui, mais il avait interdit d'aller dans la Loire. Donc il pouvait aller partout autour, donc en Haute-Loire, n'importe où en France, sauf dans la Loire. Du coup, là, c'était une période difficile aussi, car ils se sont retrouvés livrés à eux-mêmes, sans leur père, vu que c'était lui qui travaillait. Du coup, une fois qu'il est rentré chez lui en 1961, il a acheté un petit appartement à Aurec pour pouvoir voir sa famille, vu que c'est pas très loin de la Loire. C'est le ministre des anciens Moudjahidines, c'est la commission spéciale de l'ex-Fédération de France, la République algérienne démocratique et populaire. C'est la décision de la commission
Conformément à la décision de la commission spéciale de l'ex-Fédération de France du Front de Libération Nationale en date du 8 mai 1972 et en application de la note du ministère des Anciens Moudjahidines numéro 397 du 5 mai 1967, nous vous présentons notre reconnaissance pour l'aide que vous avez apportée à la Révolution pendant la guerre de libération, contribuant ainsi à l'accomplissement du devoir national. Alger, le 19 mai 1972. Mon grand-père est né en 1940 dans la région de Poutaleb, en Algérie. Et il m'a raconté que pendant la guerre d'Algérie, le FLN prélevait de l'argent, non seulement en Algérie, mais aussi aux Algériens qui étaient allés travailler en métropole. Et de ce fait, il m'avait raconté comme quoi en Algérie, l'argent a été prélevé d'une manière bien spécifique, de façon à ce qu'on les militaires européens, et notamment français, ne les arrêtent pas. Tout d'abord, cela se déroulait la nuit. Une personne désignée par le FLN faisait le tour des maisons avec une liste pour, en quelque sorte, dire qu'il avait donné de l'argent et combien. Mon grand-père m'avait raconté comme quoi cela tournait environ vers les 3 francs, vu que les personnes habitant vers la région faisaient partie de la classe moyenne, certains de la classe pauvre, une classe très pauvre. Et de ça, il m'avait raconté que cette liste était cachée sous les sabots soit d'un âne, soit d'un cheval, enfin d'un animal. On plaquait la liste en premier lieu sous le sabot, puis on mettait un morceau de tôle en dessous pour pas que la liste soit abîmée par le terrain, mais aussi pour pas qu'on les trouve. De ce fait, quand les militaires les fouillaient, ils ne trouvaient pas la liste et la somme d'argent ne pouvait pas être récupérée, vu qu'on ne pouvait pas les affilier au FLN. Et cet argent allait rejoindre un autre membre du FLN qui vérifiait la liste pour savoir qui avait donné, qui n'avait pas fait de nom FLN, et faire remonter non seulement l'argent et la liste à sa hiérarchie. Vers les années 1962, mon grand-père est allé travailler en France dans les usines métallurgiques et il m'a dit qu'il devait continuer de donner de l'argent au FLN, environ 10 francs par mois, de 1962 jusqu'à août 1964-1965 environ. Et il m'avait raconté comme quoi on lui donnait une sorte de ticket qui prouvait qu'il avait donné par exemple 10 francs au FLN. Mais malheureusement, nous n'avons pas retrouvé ces tickets. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire du cousin à mon grand-père. Il habitait à Borj Bahralej, c'est la Wilaya 34 en Algérie. Il était dans un village, c'était un civil comme tous les autres. Et l'armée française l'a appelé pour combattre de leur côté. Et pendant la guerre, il a dû abattre des Algériens et des Français. C'est ce qui l'a traumatisé. Maintenant, quand on lui parle d'armes, de guerre ou de décès, il reste figé sans rien dire. Et aussi mon grand-père, pendant la guerre, il a dû aller dans l'armée pour combattre et faire la surveillance à Alger. Et après la guerre, il est venu en France parce qu'il y avait une forte demande d'emploi dans les métiers de la métallurgie et dans les mines. Ma grand-mère, donc Milouda s'appelait, elle avait 13 ans. Donc ça s'est passé en 1957. Donc elle m'a dit qu'elle vivait en Algérie avec ses frères et ses sœurs. Dont un de ses frères, était jeune militaire. Donc il combattait aux côtés de l'Algérie. Donc un jour, ma grand-mère, elle est tombée sur un militaire français. Elle m'a dit qu'heureusement, en fait, il s'en fichait un petit peu parce que sinon il l'aurait battu. Elle m'a aussi dit que quand les militaires passaient dans leur village, ils prenaient toute leur semoule et ils la jetaient par terre. Et ils restaient des jours sans manger. Un jour, elle s'est fait attraper par un militaire français parce que un harki avait dénoncé qu'elle avait un frère et qui combattait aux côtés de l'Algérie en fait.
Du coup, elle aura, pour qu'elle puisse, pour qu'elle puisse, je sais pas comment dire, pour qu'elle puisse être libérée, elle a dit qu'elle n'avait pas de frère en fait. Du coup, elle a pu être libérée. Elle m'a aussi dit que quand les militaires français et les harkis patrouillaient, ils fouillaient pas sa maison parce que il disait que, comme mon arrière-grand-père il travaillait en France et certains militaires français le connaissaient, il disait qu'il n'y avait pas d'hommes à l'intérieur de la maison, du coup il fouillait pas dedans. Quand la famille de ma grand-mère est arrivée en France, il y a un de ses cousins qui a été tué parce que un harka le connaissait et avait dit aux militaires français qui soutenaient le FLN. Du coup, il a été tué. Lorsqu'elle m'a raconté cette histoire, j'ai pu ressentir qu'elle était un peu triste et qu'elle avait un visage fermé. Et elle a beaucoup insisté sur le fait qu'il y a eu beaucoup de morts. Ça a été, du côté de ma mère, ça a été un peu une guerre qui a été indirecte en fait, parce qu'elle l'a subie. Alors que du côté de mon père, pardon, elle a été plutôt directe, ça a été une guerre directe parce que mon grand-père, déjà, il est venu faire son service militaire en France en 1938, quand la guerre elle a éclaté en 1939 avec l'Allemagne. Donc son régiment, il a combattu dans les Ardennes. Quand l'armée s'est effondrée en 1940, il a reculé vers le sud. Et quand la France elle a capitulé, son régiment il est resté à Saint-Raphaël. Et au début des années 1941, ils sont rentrés en Algérie. Donc la guerre elle a repris en Afrique du Nord en 1942. Il a débarqué en Italie, en Corse en 1944 et en Provence à Cavalère en 1945 et puis en Allemagne. Donc à la fin de la guerre, les Français ils ont pas laissé partir son régiment. Du coup ils sont restés en Allemagne jusqu'à la fin des années 1946 où il a été démobilisé et donc là il a pu rentrer chez lui dans les débuts des années 1947. Donc là il a eu la confirmation des rumeurs que lui et ses camarades ils avaient entendues quand ils étaient bloqués en Allemagne, que les colons ils avaient massacré des milliers de personnes en Algérie, dont les membres de leur famille, pendant que ils essayaient de libérer l'Europe du nazisme. L'Europe et la France du nazisme. De plus, les Algériens, ils n'avaient pas de passeport, donc ils étaient obligés de travailler en France et ils pouvaient aller nulle part ailleurs. Donc, mon grand-père en France, il a travaillé dans la métallurgie à Unieux, où il a ensuite milité au MNO, parce que pendant la guerre, le MNO c'était un parti très populaire auprès des soldats à qui ils avaient promis l'égalité et qui ont été trahis. C'est pour cela que ma famille elle a choisi l'indépendance. Ensuite, ma grand-mère elle a commencé à militer pour l'indépendance au milieu des années 50 à cause de la répression dont elle était victime. Son frère, mon grand-oncle, c'était un ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale qui a pris le maquis en 1945 suite aux violences commises par les colons contre le peuple algérien. Il a été sergent pendant la guerre contre l'Allemagne et il avait l'expérience du combattant. Son nom de guerre c'était le colonel Wamran. Il est resté au maquis jusqu'à l'obtention de l'indépendance. Ma grand-mère elle était interrogée toutes les nuits par les gendarmes français. Elle a été internée dans un camp avec 4 enfants. Il souffrait beaucoup de la faim. En 1958, elle a été libérée et sa maison elle avait été détruite et le peu de biens qu'elle possédait lui avait été confisqué. Et elle m'a dit que personne en fait voulait l'héberger entre guillemets parce que le peuple il savait qu'elle soutenait le FLN elle et qu'en fait que son frère il avait pris le maquis. Du coup c'était un peu ils avaient peur que les militaires français et que les harkis s'en prennent à eux en les tuant ou en les torturant.
Donc mon grand-père, il a ensuite réussi à faire venir ma grand-mère en France et elle y est restée depuis. Pour moi, ça a été un peu... Enfin, quand j'ai écouté ce témoignage, ça m'a semblé un peu bizarre parce que ces deux partis, à la base, ils sont ennemis. Et mon grand-père, il était pour le MNA et ma grand-mère pour le FLN, alors qu'ils sont mariés. Enfin, c'était un peu bizarre. Ouais. Eh bien, lorsque la guerre a éclaté, mes parents, ils n'étaient pas nés et seulement mes grands-parents étaient des jeunes adolescents. Deux de mes grands-oncles du côté maternel ont participé à la guerre. Le premier était le frère de ma grand-mère et il a été envoyé à la guerre lorsqu'il avait 18 ans en 1960. Et en fait, à la base, il vivait à la campagne. Donc du coup, c'était un appelé du contingent. Et il en est revenu de la guerre, mais il a été traumatisé par celle-ci et a jamais voulu en parler. Et ma mère s'est souvenue qu'une fois, lors d'un repas de famille, alors que le sujet de la guerre avait été abordé, et ben, il est parti les larmes aux yeux sans dire un mot et a quitté la table. Mon deuxième grand-oncle, enfin le deuxième grand-oncle, il était militaire de carrière, et plus précisément chasseur alpin. Donc il a été envoyé dès le début de la guerre, dès le début des hostilités. Et lui, par contre, ça ne le gênait pas d'en parler parce que c'était vraiment un vrai raciste. Et il avait participé à d'autres guerres, comme par exemple la guerre d'Indochine, mais n'avait pas participé à la bataille de Dien Bien Phu. Et lui, par contre, il qualifiait les Algériens comme des personnes qui étaient des traîtres, qui étaient des lâches, des barbares, des tortionnaires. Il avait même dit qu'une fois, il y avait les Algériens, ils venaient sympathiser avec des jeunes Français appelés du contingent, et en disant qu'ils étaient de leur côté, et ils attendaient la nuit, toujours en troupe, et ils les assassinaient froidement, sans aucun remords. Et parfois, ils arrivaient à en sauver quelques-uns, mais pas tous. Et du coup, c'est pour ça qu'il disait que c'était des personnes qui plantaient des couteaux dans le dos et qui voulaient, qu'il fallait pas leur faire confiance. Ok, en fait, c'est ma mère qui m'a dit que mon grand-père, son père, qui vit en Algérie, qui avait participé entre guillemets à la guerre en étant moudjahidiste, donc il aidait les personnes et tout ça. Après, je sais pas trop si il était plus pour le FLN, genre je sais pas trop, mais parce que je pense on n'en parle pas vraiment beaucoup. Et là, je sais qu'il se fait rémunérer, si on peut dire ça. Enfin, il est payé pour ça, parce qu'il a aidé. Je sais qu'aussi mon grand-père du côté de mon père, lui aussi il était moudjahidiste. Et après, il est venu en France et il est décédé du coup. Et voilà. Enfin, mon père, du côté de mon père, on peut en parler normal, mais du côté de ma mère, on en parle beaucoup moins. Et mon père, il m'avait aussi dit un truc, parce qu'en fait, on parlait des harkis, et il tenait à me dire qu'en fait, je sais pas pourquoi il me tenait à me dire qu'il y avait des harkis, ils n'avaient pas forcément le choix, en fait. Que leur famille, ils étaient torturés, et en fait, parce que je trouve qu'en ce moment, je sais pas, on est trop en train de les insulter. Harkis, ça devient trop une insulte. Et je trouve ça injuste, parce qu'il y en a, c'était contre leur gré, et après, il y en a d'autres, c'est leur choix, on respecte leur choix. Et voilà, c'était pour dire ça. Puis mon grand-père paternel a aussi participé à la guerre d'Algérie, mais d'une autre façon. Lui faisait partie du FLN. Il délivrait des messages. Mais en fait, il avait rejoint le FLN à cause de son histoire familiale. Son père a été exécuté vers 1940, car il s'était battu et aurait tué un caïd qui était venu réclamer ses terres en quelque sorte. À 6 ans, il a fini orphelin. Il a été élevé par son frère et sa grande sœur. Sa sœur et son frère faisaient eux aussi partie du FLN. Sa sœur a perdu son mari très jeune à cause de cela. Son mari a été tué. Et son frère et son neveu, si je ne me trompe pas,
faisait partie aussi du FLN, mais était plus sur le combat, tandis que mon grand-père se chargeait juste de délivrer les messages. Mon père m'avait raconté quoi il avait été emprisonné pendant 2 ans, entre 1958 et 1960, et puis qu'il a été libéré. Après cela, j'ai trouvé d'autres informations, particulièrement sur mon arrière-grand-mère maternelle, dont l'oncle a participé à la guerre d'Algérie et qui a été tué en 1958. La mère de mon arrière-grand-mère fait aussi participer, mais on m'avait raconté comme quoi les femmes se chargeaient de faire manger le pain, tout ce qui est de la semoule pour les combattants. Et cela se déroulait par contre en pleine journée. En fait, ils avaient un emploi du temps assez spécial parce qu'ils voulaient éviter que les femmes et les enfants se fassent agresser, tuer ou violer par les militaires français. J'ai pu faire une photographie d'une photographie où l'on voit le monsieur en bas à gauche et c'était l'oncle de mon arrière-grand-mère qui s'appelait Moussa et il était combattant pour le FLN. Tous les membres de cette photo sont décédés en 1958, comme je l'ai dit précédemment. Ils faisaient partie des combattants en quelque sorte. Ils combattaient contre les militaires français en quelque sorte. On ne sait toujours pas qui. Mon arrière-grand-mère ne se souvient pas qui a pris la photo par contre. Et c'est à peu près tout. Mais avant de voir comment ces Algériens dans la vallée ont été impliqués, il est important aussi de dresser un peu le profil de tous ces Algériens. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Que font-ils dans la vallée dans les années 50? Étude transmise par le service social algérien auprès des houillères du bassin de la Loire au préfet de la Loire, le 27 septembre 1952. L'Algérien est français, au même titre qu'un Breton ou qu'un Auvergnat. Lui interdire l'accès à la métropole est un acte anticonstitutionnel. Le mouvement migratoire que nous constatons est la conséquence d'un appel de travailleurs provenant d'un peuple riche en hommes, mais pauvre en ressources, qui viennent tenter chez nous une difficile, sinon impossible chance. Au 1er janvier 1952, on peut évaluer à 11 000 Nord-Africains la population musulmane de la Loire. 8 500 travailleurs, 1 500 sans travail et 1000 divers. Les candidats à l'embauche ont la certitude d'un hébergement par leurs coreligionnaires dans la région stéphanoise. Par ailleurs, ils trouvent des cafés, restaurants, garnis tenus par des hommes de leur douar en particulier. Amarou Chakli, Café des Sports, 36 rue Victor Hugo à Firminy, centralise les Algériens de la vallée de l'Ondaine. Omar Areg, travailleur algérien, s'exprime dans les colonnes de la Tribune. 22 juin 1955. Début avril, j'étais contacté par quelques Français pour faire partie d'un bureau d'aide aux Nord-Africains, bureau qui se créerait à Firminy s'il y avait suffisamment d'appelots de bonne volonté décidés à s'en occuper régulièrement et bénévolement. J'en étais très heureux, car trop de fois, et dans les administrations les plus diverses, j'avais vu mes frères traités grossièrement et avec un mépris qui n'honore pas ceux qui le professent. Et maintenant, je savais que mes frères seraient accueillis poliment, renseignés avec soin ou sinon mis à l'abri du besoin, tout au moins secourus le mieux possible, et ce, malgré les moyens de fortune dont nous disposions. Aujourd'hui, 2 mois après l'ouverture, une solide confiance est établie. Français et Algériens luttent la main dans la main pour ceux qui se retrouvent sans travail, sans ressources, sans abri, pour ceux qui maintenant ont compris et sont heureux de découvrir cette belle entraide de la part des Français. Je craignais davantage la réaction de la population française. Bien que je sache que les appelots sont très bons, j'en ai de touchantes preuves, mais secourir des bicots, c'était aller un peu loin. Je fus bouleversée. Jamais œuvre n'avait attiré tant de monde et réalisé tant de bénéfices pour une soirée d'entraide. Et ce, malgré que le beau film présenté passe toute la semaine. La salle du palace était plus que pleine, les billets tombaient, les 60 000 francs étaient dépassés. Oui, la population appelouse marchait avec nous, oui, elle répondait avec tout son cœur. Ne croyez pas cependant que je dise « tout va très bien ». Aussi, après vous avoir rappelé ce rayon de soleil, laissez-moi vous rappeler également quelques points sombres, quelques petits nuages. J'ai le cœur profondément meurtri quand je pense à la grande misère de mes frères. Il y en a qui couchent à la belle étoile toutes les nuits. Dernièrement, un autre collègue arrive à Firminy,
Il ne connaît encore personne. Il est tard. Il couchera dehors, du côté des 3 ponts. Un autre dans un couloir, un autre dans une ancienne buanderie, avec de nombreux et gros rats comme compagnons. Il y a des baraquements, bien sûr, mais où l'on s'entasse. Un Français qui en visitait dernièrement fit cette réflexion. Je me demande, si on n'y faisait pas de l'élevage, si les bêtes n'y crèveraient pas. Si les Français craignaient moins les Algériens et visitaient certains baraquements au lieu de les fuir comme des lieux pestiférés, ils pourraient se rendre compte des conditions inhumaines qui y règnent. Un Français, membre de notre bureau, me confia un jour, les larmes aux yeux. Je l'avais déjà vu au bureau. Encouragé par mon salut, il vint vers moi et me montra ses souliers. Les semelles partaient. Il écarta sa vieille veste, sa chemise tombait en lambeaux. Il me fit comprendre que dans son estomac, c'était pire encore. Il est toujours sans travail, et là-bas, les gosses et la femme attendent. Donc on est à la fin, nous nous trouvons entre 19 pour évoquer le fait qu'il Moi j'avais dit que les syndicats ils avaient fait une grève et ils expliquaient pourquoi. Donc en gros j'avais tous les acteurs, les revendications et ce qu'ils avaient fait. Pour ma part, j'ai travaillé sur 2 documents en source. Donc, le premier, c'est un article du journal Le Patriote, datant du 17 avril 1956. Et mon deuxième document, c'est un rapport des renseignements généraux de la Loire du 27 mars 1956. On apprend que le 16 avril 1956, il y a la CGT, donc la Confédération Générale du Travail, qui a fait un appel avec la CFTC, donc Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, qui ont fait un appel contre la guerre d'Algérie. Donc, il y a eu une forte manifestation, donc 7000 métallos en grève pendant 1 heure à Firminy. Ça représente entre 95 et 100% du personnel travaillant. C'est 100% de grévistes dans les usines aux alentours. Ensuite, il y a la CGT, donc toujours la Confédération Générale du Travail, qui a fait paraître le désaccord des APLOU avec la violence en Algérie. Ils ont demandé une pétition, ils ont fait signer une pétition à Manu France qui a recueilli 800 signatures pour demander un cessez-le-feu. On a aussi le 27 mars donc une note d'information des renseignements généraux de la Loire. On apprend que le conseil général de la Ricamarie a fait signer un cessez-le-feu. Le conseil municipal de la Ricamarie a fait signer un cessez-le-feu, a demandé un cessez-le-feu. Donc ça a été un vœu déposé hors séance par monsieur Issartel, qui est un conseiller municipal communiste. J'ai pu regarder un document qui était un tract créé par l'Église le 3 juin 1955 et qui a été distribué à la sortie des offices le 27 janvier 1956 à Firminy. Donc les auteurs sont les curés et les vicaires de Firminy et des alentours, comme Unieux, Fraisse, Chazot ou Saint-Paul-sur-Ondaine. Ce tract il témoigne d'une forte action politique de l'Église, puisqu'il est tout d'abord contre le racisme et les inégalités sociales, puisque dedans on précise que tous les hommes sont égaux devant Dieu, mais surtout il soutient l'indépendance algérienne, l'Église pense que les Algériens ont le droit de promouvoir leur indépendance, mais on voit aussi par ce tract qu'ils ne soutiennent pas le FNL, puisqu'ils précisent qu'ils ont le droit de promouvoir leur indépendance, mais ils ont aussi le devoir d'agir avec les moyens justes, c'est-à-dire sans violence, sans représailles, sans terrorisme.
Et ils trouvent que ce sont des procédés condamnables. Et ça témoigne d'une forte action politique de l'Église qui montre sa pensée au sujet du cas de l'Algérie. Et parce que l'Église avait forcément une influence sur la population, et le but c'était de les influencer. Et après, ce qui m'a le plus surpris, c'est juste la position de l'Église que je connaissais absolument pas. Donc nous nous sommes penchés grâce à ces documents sur l'affaire des attentats déjoués de Manu France et de la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Et nous avons remarqué qu'il y avait bien un projet d'attentat dans la semaine précédant le référendum, donc c'est-à-dire la semaine du 21 au 28 septembre 1958. Et on avait remarqué qu'il y avait des réunions qui étaient organisées par Tourej Kadour à son domicile, c'est-à-dire aux 12 rue Georges Dupré à Saint-Étienne. Et ces réunions, elles étaient journalières, toutes à peu près à 21h. Et un groupe d'une quinzaine d'individus prenait part à ces réunions. Et ces personnes, elles disposaient à réaliser un projet d'attentat dans la soirée du samedi 27 septembre 1958 contre les deux enseignes, c'est-à-dire la manufacture d'armes de Saint-Étienne et Manu France, dans le but de s'emparer d'armes. Ils disaient que leur but c'était de s'emparer d'armes, mais quand on regarde maintenant avec un point de vue extérieur après avoir regardé tous les documents, on se rend compte qu'ils avaient énormément d'armes, même des armes qui ne sont pas utilisées et qui ont été retrouvées par l'enfant du fameux Marcel qui a fait le témoignage. Et je pense que c'était pas vraiment le but de s'emparer d'armes. Il y avait ça, mais il y avait autre chose. Je pense que c'était dans le but de montrer que les Français qui se croyaient en sécurité avec ce référendum qui allait se passer, leur montrer que tout le monde était lié à cette guerre et qu'on était tous en insécurité et que tout le monde devait être impacté par celle-ci en fait. Donc nous avons travaillé sur le thème protégé. On avait une série de documents et on devait montrer comment l'État réagissait face aux menaces d'attentats du FLN qui régnaient en métropole à partir de 1958. Donc dans un premier temps, nous avons dû indiquer quelles étaient les mesures adoptées et ensuite quels étaient les acteurs mobilisés. Donc tous nos documents dataient de 1958-1959, donc en plein dans cette vague d'attentats qui touche la métropole. Et nos documents étaient essentiellement des lettres entre préfets, par exemple, commissaires, mais aussi des notes de police et des rapports. Alors pour commencer, nos archives nous montraient des lettres du ministre de l'Intérieur qui demandait au préfet de la Loire, qui disait au préfet de la Loire ce qu'il devait faire face aux menaces qui touchaient qui touchaient la France en fin août 1958. Donc dans ces lettres, ils vont demander au préfet de surveiller les points sensibles, notamment comme les centres SNCF, les aérodromes, les dépôts d'armes, etc. Et aussi de protéger les lieux de rassemblement public, donc ça c'est les cinémas, les théâtres, donc ça c'est plutôt les lieux où il y a des rassemblements de population et où un attentat peut toucher le maximum de monde. Et enfin, ce qu'il faisait aussi, c'était qu'il contrôlait énormément la population nord-africaine, il leur faisait pas du tout confiance, donc là c'est qu'il fouillait leurs véhicules pour savoir s'il y avait des choses dedans, et surtout il contrôlait leurs papiers pour savoir s'ils avaient le droit d'avoir un accès à un lieu ou pas. On a étudié une lettre du président du conseil d'administration des établissements Claudinon qui s'adressait au préfet de la Loire. Et dans cette lettre, il demandait un prêt d'armes pour les employés de son entreprise. Jamais on aurait imaginé que dans un pays comme le nôtre, il y a 50 ans de ça, il y avait des personnes qui pouvaient avoir des armes dans les entreprises pour veiller à la protection des collègues ou quoi. Enfin, ça pourrait choquer maintenant si on voit quelqu'un dans une entreprise avec une arme ou un fusil se balader dans le couloir pour veiller à la protection. Donc, voilà. Nous avons reçu des documents concernant l'OAS pendant la guerre d'Algérie. Nous avons eu des documents tels que des tracts contre l'OAS, pour l'OAS. Nous avons eu aussi des télégrammes, des rapports police, des statistiques de manifestations contre l'OAS. Certes, l'OAS se manifestait de façon violente, mais suite à nos recherches aux archives, on a pu constater que certaines personnes essayaient de lutter contre cette organisation. Ces syndicats avaient organisé une manifestation contre l'OAS et il y avait quasiment toutes les villes de la Loire qui y participaient, comme à Saint-Étienne où il y a eu 13 000 personnes qui se sont rassemblées devant la mairie, devant l'hôtel de ville, à Firminy où il y avait 7 000 personnes, même au Chambon-Feugerolles où s'étaient rassemblés devant la mairie, Saint-Galmier, Rive-de-Gier ou même la Ricamarie. Ce qui nous a vraiment intéressé dans ce travail,
c'était le fait déjà d'être allé aux archives, d'avoir pu voir, d'avoir vu qu'il y avait autant de documents qui étaient conservés, qu'on puisse avoir notre histoire, donc l'histoire de la France, entre nos mains, entre guillemets. Puis en plus, on a étudié l'histoire locale, donc on a pu s'identifier à des lieux qu'on connaissait. Et surtout, ça touche aussi directement nos grands-parents, parce qu'ils l'ont vécu, cette guerre, ici même. Donc j'ai bien aimé. Lettre d'Omar Hareg à son retour d'Algérie, février 1956. Je m'adresse à tous les hommes et à toutes les femmes épris de justice, à tous ceux que je connais comme à ceux que je ne connais pas. J'ai été arrêté à Firminy le 5 septembre 1955 sur mon lieu de travail, séparé de ma femme et de mes enfants en bas âge et transféré en Algérie sans même savoir ce que l'on me reprochait. J'ai appartenu au MTLD jusqu'en 1952. Après cette date, aucun parti politique ne m'a intéressé. J'ai aussi été délégué syndical aux aciéries de Firminy en 1954. Je n'ai même pas fini mon année, car j'estimais ma responsabilité trop lourde. Ainsi, j'ai toujours agi et j'agirai toujours loyalement, légalement, pour le bien de tous et dans le but d'améliorer les relations des hommes de toute croyance. Si j'ai accepté d'être vice-président au bureau d'aide aux Nord-Africains de Firminy, c'est encore pour faciliter la tâche des membres de ce bureau et pour participer à une action humaine en faveur des Nord-Africains, sans logis et souvent à l'estomac creux, et travailler ainsi au regroupement entre Français et Algériens. Je ne croyais pas un seul instant que je serais arrêté par 3 inspecteurs de police sur mon lieu de travail. J'ai été dirigé sur Saint-Étienne dans une caserne de CRS où l'on a relevé mes empreintes et pris des photos de moi. J'ai ensuite été amené à la centrale de Saint-Étienne où j'ai passé la nuit dans une cellule faite de ciment. J'oubliais les injures de quelques policiers. Bico, raton. Le lendemain, on me présenta une personnalité, un juge de Saint-Étienne certainement, qui m'a appris que j'allais être transféré à Alger pour être interrogé par M. Bérard, juge d'instruction de cette ville. J'étais bouleversé en pensant que j'allais être séparé de ma femme et de mes jeunes enfants. Puis, des camions nous ont emmenés à Lyon, dans un fort, et de là à Bron, où un avion nous attendait. À notre descente d'avion, les coups et les injures se sont mis à pleuvoir sur nous. Après la fouille, nous avons été embarqués en camion par des CRS en tenue de guerre à l'école de police du Sendai. Nous avons dormi sur la paille, dans un grand hangar ouvert sur le devant et entouré de barbelés. La nourriture était immangeable. Nous avions un seul plat et 7 cuillères pour 20 personnes. Nous mangions tous ensemble dans ce plat, et il y avait parmi nous des tuberculeux et autres malades. Le lendemain de notre arrivée, la DST police civile a commencé à nous interroger un à un. Beaucoup seront venus avec des yeux pochés, des joues tuméfiées, d'autres avec la pointe des doigts écrasée. Personnellement, j'ai été interrogé par le juge d'instruction le 9 septembre. Libéré par ce magistrat, mais arrêté par les CRS à la sortie, reconduit à l'école de police et gardé jusqu'au 25. On ne pouvait pas protester de peur de recevoir des coups. D'ailleurs, les injures et les provocations ne manquaient pas. Le jour même, je fus transféré avec d'autres Algériens au centre de Lodi. Ce camp était une ancienne colonie de vacances pour petits cheminots. Il n'y avait pas de CRS, mais de braves gendarmes de France. C'étaient des amis pour nous. Un jour, 2 inspecteurs de police se présentent au camp et emmènent avec eux l'Algérien QS. 24 heures après, ce dernier est ramené au camp par les inspecteurs. Il s'évanouit devant nous. Je m'aperçois qu'il porte des traces douteuses sur le corps et surtout sur les avant-bras. À son réveil, il nous dit « J'ai été torturé durant tout le temps à Médéa. J'ai avoué des choses que je n'ai jamais faites et j'ai signé mes déclarations. Les gendarmes étaient indignés de voir de tels faits. » Portrait d'Omar Hareg. Rapport d'enquête du commissaire Jean Julliard, 24 mars 1958. Hareg Omar, né le 11 juillet 1927 à Koblenz, Allemagne, de Abdallah et de Kaiser Joséphine. Mouleur, ayant demeuré 35 rue Jean Jaurès à Unieux, Loire. Déjà interné en Algérie
en septembre 1955, objet de poursuites diverses dans la Loire pour son activité antinationale. Il a quitté son domicile le 5 novembre 1957, mais a continué de séjourner clandestinement dans la région. Issu d'un père arabe et d'une mère allemande, il réunit les caractères et surtout les défauts des deux races. Le procès de l'affaire de l'Indochine. Article paru dans la Tribune le 13 mai 1958. On jugeait hier, devant le tribunal permanent des forces armées de Lyon, 4 Nord-Africains, accusés d'avoir abattu, le 14 décembre 1957 à Firminy, un de leurs compatriotes, Mahfoud Daoudi. Pourquoi ce meurtre? Parce que, surnommée l'Indochine, à la suite d'un séjour qu'elle fit là-bas comme combattant, la victime nourrissait des sentiments francophiles extrêmement marqués et refusait de cotiser au FLN. Une fois de plus, on trouve à l'origine de ce drame le chef national de l'Organisation spéciale du terrorisme en métropole, Omar Hareg, dont on a déjà parlé dans plusieurs affaires, et surtout dans l'assassinat du lieutenant-colonel Riez à Firminy. Omar Hareg, actuellement en fuite, décide l'exécution de Daoudi. Directement ou indirectement, 4 hommes y participèrent. Touir Fegoul, 30 ans, le tueur, demeurant 11 rue Traversière à Firminy. Ahmed Sid Lazara, 26 ans. Belkacem Ben Abdallah, 28 ans. Et Menaï Brahimi, 32 ans, demeurant tous au cantonnement de la Rive, à Fraisse, Loire, dont ce dernier était le chef du cantonnement. Aussi surprenant que cela paraisse, Touir Fegoul, qui est probablement illettré, a déclaré avoir reçu d'Omar Hareg un ordre écrit d'abattre Daoudi. Or Fegoul, c'est démontré, ne sait ni lire ni écrire. Dans cette lettre, il était recommandé à Fegoul de se mettre en relation et à la disposition de Brahimi. Aussi le processus du drame se déroula de la manière suivante. Le jour du meurtre, Brahimi remit à Sid Lazara un pistolet et un autre pistolet à Fegoul, également chargé d'une cartouche. Comme il manquait de munitions, Fegoul prit contact avec Ben Abdallah, le chef du FLN de la Ricamarie, qui lui remit 6 cartouches de 7 mm 65. Puis le soir vint, et c'est à ce moment que se combine le guet-apens. Sid Lazara se rend dans un café, où il est susceptible de rencontrer Daoudi. Il l'invite à aller avec lui au cinéma, et comme celui-ci ne peut flairer le traquenard, il accepte. Le tueur, qui a assisté discrètement au spectacle, rejoint les 2 hommes à la sortie, et vers 23h, alors que Daoudi regagne son domicile en compagnie de Sid Lazara, Fegoul, qui suit les 2 hommes à quelques mètres, tire sur Daoudi par derrière, le blessant dans le dos. Celui-ci fait immédiatement volte-face, et reçoit une nouvelle balle dans la poitrine. C'est ensuite le coup de grâce. Une 3e balle est tirée dans le visage du blessé qui gît sur le sol. Les 2 hommes disparaissent. Le reste est affaire de police. Touir Fegoul est condamné à mort. Ahmed Sid Lazara, aux travaux forcés à perpétuité. Belkacem Abdallah, à 15 ans de travaux forcés. Menaï Brahimi, à la peine de mort. Et Omar Hareg, à la peine de mort par contumace. Récit de l'exécution de Touir Fegoul et Menaï Brahimi, survenu le 5 avril 1960 à 5h25 dans la cour intérieure de la prison de Montluc. Rapporté par Moussa Lakhtar dans La Guillotine, journal d'un condamné à mort. 9h, le lendemain, visite du délégué, le frère Boukalfa. Il est également responsable de tous les condamnés à mort. C'est un brave homme, courageux aussi. Nous nous étreignons longuement, nous sommes sur le point de pleurer. Dans ces moments particuliers, les sentiments qui nous animent atteignent le paroxysme. Nous nous encourageons réciproquement. Je demande à Boukalfa
de refaire pour nous l'itinéraire qui l'a mené ici. Il exalte le courage de Fégoul, qui l'a profondément impressionné. Quand on les a extraits de leurs cellules, il faisait nuit encore. Il emploie sciemment le pluriel les, car il pense aussi aux compagnons et anciens responsables de Fégoul, le frère Menaille. Les gardiens nous ont rapporté tout ce qui s'était passé lors de l'exécution. Fégoul a refusé les cigarettes qu'on lui offrait, même celles de son avocate, qui avait fondu en larmes. Il est resté totalement indifférent aux encouragements de celle-ci. Il lui faisait plutôt des reproches. Il fuma calmement les dernières cigarettes qui lui restaient. Après la pause, on le somma de se présenter à l'échafaud. Il refusa de se laisser enchaîner de nouveau et n'acceptant aucune aide, s'avança, fièrement, dignement, monta sur le plateau de la monstrueuse machine et passa la tête sous le couperet. Je n'ai pas terminé mon récit. La voix tranquille de Boukalfa nous rappelle au fort Montluc. Menaille, qui avait été obligé d'assister au spectacle, s'était évanoui. Dès qu'il reprit connaissance, il fut exécuté. Nous nous quittons et descendons dans la cour. 1h30 de promenade. L'activité qui m'a le plus plu, c'est la visite de la prison de Montluc, car j'ai trouvé qu'elle réunissait un peu toutes les autres activités qu'on avait fait précédemment, car le guide nous a bien expliqué, il a même dit quelques témoignages, donc je trouvais que c'était bien complet et que ça nous montrait encore plus les conditions de vie, comme les cellules qui faisaient 4 mètres carrés, avec les seaux pour faire les besoins et juste de la paille pour dormir. De voir et de se retrouver parfois tout seul dans la cellule de 4 mètres carrés, c'était très impressionnant. Et ce qui m'a choqué aussi, c'est le fait que au début, ils étaient enchaînés par exemple par 5 ou 6 toute la journée et qu'ils avaient des conditions de vie très difficiles pour des personnes qui étaient déjà condamnées à mort. Le temps aussi de sortie, entre guillemets, donc 1h30, ça c'est très court pour 24 heures. Et le fait aussi qu'il y a un certain tri entre les personnes du MNA, du FLN. En plus, j'ai trouvé que la visite elle avait été rythmée par les témoignages que le guide nous a lus. Ça montrait justement le stress permanent dans lequel vivaient les prisonniers de ne pas savoir s'ils allaient être exécutés ou s'ils allaient justement ne pas être exécutés. J'ai trouvé que c'était très bien d'avoir étudié des personnages qui avaient été incarcérés à Montluc avant, de connaître leur histoire, leur passé, comment ils en sont arrivés à être extrémistes ou chefs de groupe de choc, de voir dans quelles conditions un peu leur mentalité, cerner leur psychologie et voir comment en fait ils ont atterri là-dedans, comment cet engrenage et comment des actes politiques par exemple pour des personnes qui avant prônaient la paix et le fait d'être pacifique, de se battre pour leurs idéaux sans violence et au final voir comment ça peut basculer du jour au lendemain et arriver à être condamné à mort. Et je trouvais que c'était vraiment bien parce que c'était la finalité de notre projet d'aller dans le lieu même où l'histoire s'est terminée pour eux, quoi. La justice elle était expéditive parce qu'ils étaient jugés par les tribunaux militaires qui étaient très sévères. Et une fois qu'ils étaient jugés, il n'y avait quasiment pas de chance de sortir à part la grâce présidentielle. Ils étaient jugés à côté de la prison. Ils étaient emprisonnés jusqu'à justement leur exécution. C'est-à-dire qu'ils ne ressortaient plus jamais de la prison et qu'ils étaient privés de liberté jusqu'à leur mort. Je pensais pas que les peines de mort étaient faites par guillotine. Je pensais vraiment qu'ils étaient fusillés. Et ça, je pense que ça, c'est ce qui m'a perturbée aussi un peu beaucoup. Enfin, j'ai l'impression que tout s'est fait d'un seul coup en fait. Un coup ils ont mis la guillotine à un certain endroit, mais après ils ont remarqué, après ils se sont dit peut-être que les autres détenus pourront voir la scène, ou alors peut-être que les gens sur leur balcon pourront voir la scène, parce que justement ils voulaient pas ça parce que les exécutions se faisaient au petit matin, donc justement c'était dans le but que personne ne regarde. Du coup après ils l'ont changé d'endroit, mais après on pouvait toujours voir partir des balcons, donc du coup ils ont mis des poulies pour mettre des rideaux, je trouve ça un peu exagéré quoi. Je pense que si on fait une prison, tout doit être calculé avant. L'endroit où on va faire ci, l'endroit où on va faire ça. C'est pas quelque chose qui doit être décidé à la dernière minute. Et il y a un autre truc qui m'a interpellée, c'est que la personne qui nous a fait la visite, il nous avait dit que parfois, comment dire, il y avait pas vraiment de cercueil après avoir exécuté la personne. Du coup,
enfin, les bourreaux se trouvaient là en se disant qu'est-ce qu'on fait du corps maintenant, et du coup ils le balançaient juste comme ça dans le camion. Et je trouvais ça un peu exagéré. Le sujet sur l'histoire locale, donc dans la vallée de l'Ondaine ou un peu plus loin jusqu'à Lyon, ça permet de se représenter l'histoire et ça choque presque plus de se dire que ces histoires ont lieu dans des lieux où on vit actuellement. Quand on passe à côté d'une usine, de se dire que Omar Hareg il travaillait là, qu'il a fait assassiner ou assassiner des gens à un autre endroit où on passe souvent, ça choque parce qu'on ne pense pas que des histoires comme ça ont eu lieu vers chez nous. Et aussi le fait que ce soit local, ça montre que par exemple ma famille aurait pu être touchée par cette série d'attentats. Et donc ça fait que je m'intéresse beaucoup plus à cette guerre. Ce qui m'a le plus surpris, je dirais que c'est le fait que c'était vraiment proche. C'était en métropole en fait. Il y en avait en Algérie, mais en métropole c'était fort, surtout dans notre région, avec Omar Hareg et les groupes de choc et tout ça, et les attentats. C'était vraiment, vraiment très proche. Et j'aurais jamais pensé que ça serait aussi proche et autant présent dans notre région. J'aurais pensé que ça serait... ça m'a vraiment surpris. C'est marqué sur le paysage, on connaît beaucoup de personnes qui ont été ouvrières dans les usines ou qui ont eu un rôle. Et en fait, c'est vrai que tous les jours, on passe devant ces usines, tous les jours, on est là dans ce paysage et on ne sait pas forcément ce qui s'est passé dedans il y a 50 ans de ça. Et je trouve que ça peut expliquer certaines manières de penser dans la région ou certains mouvements syndicaux ou voir l'engagement qu'il peut y avoir dans la région. Et je pense que la guerre d'Algérie, ça a eu un impact pour les années qui ont suivi au point de vue idéologique et tout ça. En cours d'histoire, on parle de l'histoire de France, de l'histoire du monde, mais on parle jamais vraiment de notre histoire régionale en fait. Et en plus, notre région a joué un très grand rôle dans tout ça. Et vraiment, j'aurais jamais pensé qu'il y aurait eu tout ça ici. Oh oui, ce projet a donné à des discussions, donc notamment avec mon frère, parce qu'il aime bien l'histoire, tout ce qui est histoire. Et du coup, on se disait un peu ce que j'allais faire. Et du coup, il était content, parce que d'un autre côté, je pouvais lui raconter aussi comment c'était. Et avec ma mère aussi. Et puis elle m'a fait remarquer qu'on n'en parlait pas assez, que c'était pas assez parlé, assez raconté. J'en ai discuté avec ma famille parce que justement j'ai des membres de ma famille qui ont participé à la guerre d'Algérie et en discuter pour leur faire connaître d'autres points de vue que ceux qu'ils ont vus ou vécus. Je trouvais que c'était intéressant et ça a beaucoup intéressé mon grand-père par exemple. Et mettre justement en relation les différents points de vue, ça permet de encore mieux connaître l'histoire. Mais mes parents, j'en ai parlé avec mes parents, et je vous l'avais déjà dit, mais sur la question que, mon grand-père, c'est pas vraiment mon grand-père biologique, mais le mari de ma grand-mère, c'est un harki. Et du coup, c'est une question extrêmement taboue, mais avec mes parents, on n'en parle pas trop. Du coup, je n'osais pas poser des questions sur ça à mon grand-père, mais sinon j'en ai parlé avec mes parents. Moi, c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé avec mon grand-père, par exemple, puisqu'il avait son père qui était ouvrier. Mon grand-père avait son père qui était mineur et l'autre, ma grand-mère, avait son père qui était ouvrier. Donc c'est vrai que c'est deux secteurs qui ont été quand même assez touchés par la guerre. Et c'est des secteurs où les employés ont beaucoup milité. Ils prenaient vraiment position dans cette guerre au point de vue idéologique. Et c'est vrai que ça a donné lieu à des discussions et des choses dont j'avais jamais eu l'occasion de parler avec ma famille, et c'est quand même l'histoire familiale. Donc je trouvais que c'était bien de lever un peu le mystère qu'il y avait sur ça, d'oser en parler parce que c'est pas une honte ou quoi. C'est vrai que après c'était un peu gênant d'en parler parce qu'on voyait qu'il y avait un certain pas un refus, mais on voyait que c'était quelque chose dont personne n'a l'habitude de parler en fait, alors que ça devrait pas avoir lieu d'être. Il faudrait qu'on en parle sans qu'il y ait de problème par rapport à ça. Et du coup, j'ai trouvé ça assez bien parce que c'est vrai que j'aurais jamais pensé à en parler comme ça dans une discussion. Et ce travail, ça m'a permis de vraiment en discuter avec ma famille. Et voilà. J'ai beaucoup parlé de ce projet avec mon père et ma mère aussi. Beaucoup plus avec mon père, parce que comme vous savez, on parle beaucoup. Et ça a été vraiment agréable, ça a été fluide.
fait, j'en parlais comme ça, comme si je parlais de n'importe quoi, bien que ce ne soit pas n'importe quoi. Et ça a été cool parce que c'est tabou pour certaines personnes, surtout certaines familles ayant des origines algériennes, parce qu'il y a de la fierté, tout ça. Alors que dans la mienne, non, pas du tout. Enfin, ça a été vraiment fluide. Et puis mon père, il cachait rien, donc voilà, quoi, ça a été bien. Alors, l'activité qui m'a le plus plu, ça a été de parler avec mes grands-parents, de pouvoir savoir, eux, ce qu'ils ont vécu, etc. Parce que vraiment, c'était un sujet dont on n'avait jamais parlé et qu'ils n'avaient pas forcément l'envie de parler. Et le fait de leur demander, je pense que ça les a libérés. Et vraiment, ça m'a permis d'en connaître un peu plus sur l'histoire de ma famille. Ça m'a permis d'avoir un sujet de conversation avec eux qui me permettait de rentrer dans leur intimité, si je puis dire, de connaître ce qui les avait traumatisés, etc. On l'avait vraiment jamais abordé. Et vraiment, je pensais pas du tout qu'ils avaient un rapport avec ça et qu'ils avaient vraiment connu cette période. C'est, pour moi, non. Ça m'a plu d'en parler avec ma famille parce que j'osais pas trop le faire en fait. Parce que j'étais pas à l'aise en fait. Et comme c'était un projet là qu'il fallait faire avec l'école, je me suis dit mon père il va pas me dire non. Du coup je suis allée lui demander et en fait au contraire il m'a bien expliqué. J'ai pu aller vers ma grand-mère, elle m'a bien expliqué et puis j'ai pu en savoir plus sur ma famille, mes oncles, tout ça. J'ai apprécié écouter l'histoire de mes camarades parce que je pense que certaines histoires complétaient aussi l'histoire que m'avait raconté mon grand-père. Et c'était tout aussi intéressant d'écouter ce qu'avait dit mon grand-père que ce que les grands-pères et les grands-mères des autres ont expliqué à leurs petits-enfants. Donc oui, c'était intéressant. Écouter l'histoire de mes camarades, ça m'a plu parce qu'on n'a pas forcément tous des témoins ou des personnes dans notre famille qui ont pu faire la guerre d'Algérie. Donc ça nous permet de comprendre aussi chacun eu son rôle différemment. Ça m'a plu aussi d'écouter l'histoire de mes camarades parce que chacun avait une position différente face à la guerre. Il y avait ceux qui l'ont vécu indirectement, directement. Enfin, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Ça m'a plu d'écouter l'histoire de ma camarade parce que dans ce projet, on avait tous un point de vue différent et on pouvait tous s'exprimer. Et du coup, on restait pas timide dans notre camp et mal à l'aise. Donc, c'était bien parce qu'on voyait qu'il y avait une vraie solidarité entre mes camarades et que on pouvait tous évoquer nos émotions et notre point de vue. Dans la classe, je savais pas qu'il y avait, il y a quand même un bon nombre de personnes qui ont été touchées par la guerre d'Algérie et je n'aurais pas du tout deviné, parce qu'elles n'ont pas forcément des origines algériennes et ça n'a pas, dans ma tête, je me suis pas dit elle n'a pas d'origine, donc forcément sa famille n'a pas été touchée. Mais en fait si, parce que même les Français de métropole ont été touchés, qu'ils soient algériens ou non. C'est ça, c'est ce qui m'a le plus interpellé. Donc, dans nos camarades qui sont d'origine algérienne et même française, c'est un conflit qui les a particulièrement touchés et leur famille. Parce que par exemple, quand Cyrine ou Tania parlaient, je trouve que c'était vraiment intéressant de savoir que cette guerre, en fait, elle était aussi proche de nous. Par exemple, c'est nos amis, on les voit tous les jours. Et de savoir que leur famille ait vécu des trucs, ait vécu des choses qu'on n'entend parler que dans les livres d'histoire ou dans le documentaire, je trouve que ça rend cette guerre beaucoup plus réaliste, beaucoup plus réelle. J'ai trouvé que c'était un très bon projet parce que c'est vrai que c'est un sujet intéressant qui a vraiment touché l'histoire de la France. Et quand on regarde, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et à l'école, on n'en parle pas trop, pas assez je trouve, parce que c'est vraiment proche. Et quand notamment j'ai recherché des témoignages, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment énormément de personnes qui avaient un lien avec cette guerre, lien quel qu'il soit. Et on n'en parle jamais, j'ai l'impression que c'est assez tabou. Par exemple, au collège, on en avait parlé, mais que les grandes dates. Et là, c'est vrai qu'on a pu voir les détails, voir comment ça s'était passé, comment ça avait abouti, les événements majeurs. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant et je pense que c'est important d'en parler à des jeunes comme nous et même aux générations suivantes pour ne pas reproduire les erreurs du passé et comprendre certaines choses qui se passent en ce moment ou comprendre certains événements qu'il y a pu avoir. Et voilà, je pense que c'est très important d'en parler.
C'est important parce que ça touche deux pays, donc notre pays, la France, et l'Algérie. C'est une guerre qui a fait beaucoup de morts. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'Algériens en France qui y vivent et que ça permet aussi d'établir une relation entre ces deux pays. Elle a été dévastatrice dans les deux côtés, donc dans le côté français et aussi algérien. En plus, l'Algérie, ça a été un pays colonisé par la France, donc c'est l'histoire française. Ça fait partie de l'historique français, donc c'est super important de connaître l'origine de son pays, d'où vient, qu'a subi son pays et comment il en est aujourd'hui, pourquoi il en est ici aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a vécu précédemment pour qu'aujourd'hui il soit comme ça. Et c'est intéressant, c'est surtout pour ceux qui ont des origines algériennes ou même pas, même maghrébines, c'est toujours un plus et c'est toujours, ça nous enrichit, comme je vous ai dit, ça nous enrichit culturellement et c'est toujours un plus en fait. Parce que cette guerre, elle a entraîné des changements dans le comportement des hommes et tout, que ce soit du côté des Algériens ou des Français. Et du coup, ça nous permet par exemple de savoir, comme par exemple mon grand-oncle personnellement, de comprendre pourquoi est-ce qu'il a autant une haine des étrangers, des Algériens, des Noirs. Parce que il est allé là-bas et il y a des amis à lui qui se sont fait tuer. Donc je trouve c'est intéressant d'apprendre le passé pour qu'on puisse se créer une meilleure opinion de ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Et je pense que c'est intéressant de connaître l'histoire, parce qu'on est fait de notre passé, en quelque sorte. Du coup, c'est intéressant de connaître l'histoire pour mieux se représenter comment pourrait être le futur. Et avec ce projet, on a pu vraiment observer sous plusieurs facettes la guerre d'indépendance algérienne.